Docteur Julien Dreyfus, bonjour. Bonjour Saïd. Vous êtes cardiologue à Paris et on a assisté à une brillante présentation sur la tricuspide. Pour les gens qui n'ont pas eu la chance d'assister, quels sont les patients qui sont en insuffisance tricuspidienne que tu vas adresser pour une intervention percutanée? Alors, pour moi, à ce jour, un patient qui présente une insuffisance tricuspide sévère et symptomatique, c'est un patient pour lequel tu as besoin de mettre des diurétiques. Il faut penser que ce patient il devrait être adressé dans une structure hospitalière qui va pouvoir déjà améliorer les symptômes en lui proposant une cure de diurétique et ensuite évaluer la faisabilité d'un traitement curatif qui peut être chirurgical ou percutané. Pour l'aspect chirurgical, on a développé récemment un score spécifique qui permet de prédire ce risque. Et ainsi, je pense qu'il ne faut pas hésiter à proposer une intervention curative chez des patients qui sont à faible risque comme estimé par le Triscore. Inversement, les patients qui sont à haut risque opératoire, on n'a pas envie de les envoyer à la chirurgie. Pour cela, on a envie de leur proposer un traitement curatif qui soit efficace mais associé à un faible risque procédural. Et ce sera donc le traitement percutané. Et quel type de lésion tricuspidienne tu vas proposer pour une intervention percutanée? Alors aujourd'hui, le traitement percutané le plus développé, c'est la réparation bord à bord. Et cette réparation, elle est surtout faisable chez des patients qui ont une unité fonctionnelle ou secondaire. Pour les patients qui ont une unité organique, primaire, on va plutôt privilégier une technique de remplacement, un peu par analogie à la chirurgie. Et est-ce que, brièvement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les types d'insuffisance tricuspidienne que tu vas recuser pour un traitement percutané? Alors pour le traitement percutané, donc comme on l'a dit, il faut faire la distinction entre la réparation et le remplacement. Il y a des critères de sélection qui sont assez drastiques. Pour la réparation, ils seront plutôt basés sur l'ETO. Pour le remplacement, ils seront plutôt basés sur le scanner. Ils sont assez complexes, la localisation, la présence d'une sonde de pacemaker, le défaut de coaptation, plutôt pour les réparations. Pour le remplacement, quelle est la taille de l'anneau, les rapports anatomiques avec le ventricule droit, avec la veine cave inférieure. Donc des critères qui sont multiples, complexes, et donc il faut vraiment bien analyser par le TO et ou par le scanner. Est-ce que parfois, on ne vient pas un petit peu en retard pour ce genre d'intervention? Ta question, elle est plus qu'importante. À mon avis, c'est pas parfois, c'est tout le temps. Bon, on ne peut pas dire tout le temps en médecine, mais trop souvent. Et ça, c'est un message majeur. Les patients sont pris en charge trop tardivement. Alors pourquoi? Il faut être honnête, c'est parce que jusqu'à présent, on n'avait pas de perspective thérapeutique à leur proposer. Aujourd'hui, on sait que quand on prend en charge un patient précocement par la chirurgie, on lui rend service. Donc, il ne faut pas hésiter à lui proposer ce traitement. Et petit à petit, avec le développement du percutané, je pense que par analogie aux autres valvulopathies, par exemple le TAVI, on prendra en charge des patients d'autant plus précocement qu'on aura des résultats qui montreront que c'est efficace et que c'est sûr. D'accord. Et quand tu dis précocement, avant qu'il y ait l'installation de la dysfonction VD? Alors, quel moment exactement on prend en charge? C'est difficile. Ce qui est sûr, c'est que quand on a une dysfonction VD échographique, on est déjà à un stade très évolué. Oui. Mon sentiment, mais ça reste personnel, c'est qu'à partir du moment où il y a un patient qui a des symptômes, et le symptôme, on peut le caractériser très facilement par la nécessité d'une dose de diurétique, à ce moment-là, il est symptomatique, il faut lui proposer un traitement, comme ce qu'on fait pour les autres valvulopathies, quand on a une sténose artère serrée symptomatique, une insuffisance mitrale sévère symptomatique, on lui propose un traitement curatif. Dans quelques années, quand on aura montré que toutes ces techniques marchent, elles sont efficaces, peu de risque procédural, je pense que ça va se démocratiser. Et quelle est ton impression sur, si on prend rien que le TriClip par exemple, quelle est ton impression, quels sont les résultats très brièvement, et quelle est ton impression sur le futur de cette technique? Alors, l'intérêt, pour le moment, il avait été montré sur des études préliminaires qui étaient vraiment très encourageantes. Aujourd'hui, il y a 2 études randomisées, l'étude American Treatment qui vient d'être publiée au mois de mars, avec des résultats qu'on peut interpréter différemment. Ce qui montre en tout cas, c'est qu'il y a 50% des patients qui ont un excellent résultat, 50% des patients pour lesquels le résultat procédural est peut-être moins satisfaisant. Quand il y a les résultats à 1 an en termes de survie ou d'hospitalisation pour l'insuffisance cardiaque, les résultats ne sont pas satisfaisants, c'est la même chose que le traitement médical, mais probablement parce que dedans, ils n'ont pas distingué les patients pour lesquels il y a un bon résultat procédural de ceux pour lesquels il y a un mauvais résultat procédural. Dans ma petite expérience, on a quand même l'impression que les patients qui ressortent avec un super bon résultat, ils vont beaucoup mieux. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un excellent résultat procédural, et ça je pense que c'est vraiment un message important. Il ne faut pas faire une procédure pour dire j'ai fait la procédure, il faut faire une procédure avec un objectif d'avoir un très bon procédural, un très bon résultat, et quand on a un très bon résultat, on améliore les patients. Encore faut-il le démontrer. C'était l'étude américaine, il y a l'étude française TriFR qui est terminée, les résultats sont présentés l'année prochaine à l'ESC. J'espère qu'on aura des résultats plus favorables, mais je pense qu'il y a 2 éléments à prendre en compte. 1, le résultat procédural, et 2, quand même il faut un peu plus de temps, parce qu'on voit que l'insuffisance tricuspide c'est une maladie qui est associée à des symptômes assez tardifs. Et donc, ce que j'explique souvent aux patients, c'est que
le cœur, il a mis du temps à se dilater, à dysfonctionner, il va falloir aussi un petit peu de temps une fois qu'on a corrigé la fuite. Donc, un très bon résultat procédural et laisser un petit peu de temps. Donc, on va avoir besoin de cette notion de temps pour montrer que ça marche et que c'est efficace. Donc, quelque chose qui est en plein développement. Il ne faut pas être pressé, mais on est sur la bonne voie. En tout cas, c'est très prometteur. Docteur Julien Dreyfus, merci beaucoup. Merci, Saïd.